si vous avez quelque chose à dire, si... Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ouais. Ok. Déjà bravo, j'ai adoré. Alors moi j'avais deux questions. La première c'est, parce que j'ai vu que vous aviez fait le scénario, est-ce que le parti pris d'avoir, il n'y a pas d'estal inutile, il n'y a pas de plan large inutile, c'est quel bonheur, est-ce que c'était déjà un parti pris dans le scénar de base quand vous avez écrit? Et comment ça s'est fait le travail avec le chef-op aussi? Parce qu'il y a un boulot sur la lumière assez dingue aussi. Bah, ça me fait plaisir que vous remarquiez ça. Personne ne m'avait jamais fait la remarque. Moi, c'est vrai que je trouve toujours un peu bizarre les plans d'établissement qui sont absolument... Enfin, ça peut être très utile, mais moi, j'aime bien l'idée qu'on soit très proche des personnages et laisser au spectateur l'imaginaire du décor qui l'environne. Et avec Ivangelo, donc Ivangelo, c'est une légende quand même de la lumière en France. Il a fait notamment, par exemple, le dernier film de Claude Sauter. Enfin, c'est quand même quelqu'un d'assez fascinant. Alors, à la base du choix d'Ivangelo, c'est que, comme le film parle d'un dialogue entre générations, entre autres choses, je voulais qu'il y ait une cohérence entre ce qui est raconté à l'écran et la manière de fabriquer le film. C'est-à-dire que, du coup, il y a Ivangelo en chef de poste, à la lumière, et puis il y a une très jeune chef décoratrice, un très jeune chef ingénieur du son. Et voilà, ces espèces de compétences qui se rencontrent et de dialogue intergénérationnel, moi, me séduit dans la vie et pour fabriquer un film. Et en ce qui concerne la lumière qu'on voit à l'écran, du coup, c'est principalement, essentiellement des lumières naturelles. Quand on est dehors, c'est même exclusivement des lumières naturelles. Je voulais vraiment filmer un Paris vécu, un Paris que j'aime. Donc c'est de la lumière naturelle. Et pour les décors intérieurs, c'est beaucoup de la lumière à l'intérieur du cadre. Par exemple, quand ils sont dans leur salon, dans tout ça, c'est des lumières qui sont allumées au moment du tournage. Voilà, c'est pas de la lumière juxtaposée par Ivangelo. Et j'arrêtais pas de dire à Yves que je voulais vraiment être très proche des visages et que la caméra soit comme une caresse et qu'on ne suréclaire pas. C'est quand même une comédie le film, mais je voulais le filmer avec mon amour que j'ai par exemple de la manière qu'a de filmer James Gray. Joaquin Phoenix dans Two Lovers. Je trouve que c'est très beau d'être constamment avec lui dans cette errance urbaine et je voulais que l'image contredise un peu le rythme de comédie du film. Voilà. Et sur le parti pris justement de beaucoup de groupes, c'est déjà tel scénario? Non, c'est pas au scénario. Ah oui, pardon, c'est vrai que c'était la question. Putain, je suis extrêmement bavard. Mais c'était pas au scénario, non, c'était ce que j'avais en tête, quoi. Mais j'ai pas storyboardé pour autant, non plus. Je savais que j'allais être prof. En fait, comme c'est un film, comme vous avez remarqué, où il n'y a pas d'événement spectaculaire, il y a plus vraiment de la suivre des êtres humains qu'on filme, qui me font la grâce d'être regardés, quoi. Donc c'est vraiment être proche d'eux, quoi. Être juste proche d'eux, c'est la seule chose qui m'intéressait. Ne jamais avoir une mise en scène démonstrative. Ne jamais, moi, réalisateur, je suis au-dessus de mes personnages. Voilà. Quand je finis une phrase et que je vois un sourire, je sais pas si c'est du soulagement ou... Non, mais ça m'a fait plaisir, du coup, je me suis dit, ok, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Du coup, juste, est-ce que tu peux nous dire un mot sur la manière dont tu as orienté le film? Est-ce que ce que tu as monté, c'est ce que tu avais à l'idée sur le tournage? Ok, donc grammaticalement, Margot n'est pas au point. Elle m'a dit tout à l'heure, c'est la première fois qu'elle anime un débat, donc elle est un peu... Tu veux lire mes questions? Il a jamais voulu lire les questions, c'est de sa faute. Mais est-ce que ce que j'ai tourné, c'est ce que j'avais au montage? Ouais. Non, parce qu'au montage, en fait, la vérité d'un film se... Enfin, est-ce que tu as monté ce que tu pensais tourner quand tu le tournais? Tu as monté le film que tu avais dans la tête? Mais non, mais en fait, il y a quand même un truc, c'est-à-dire que oui, effectivement, j'ai tout tourné. En fait, la question, bah, est-ce que les images que tu as montées, tu t'attendais à avoir ça dans ta salle de montage? Mais non, en fait, quand même, un tournage, la fabrication d'un film, c'est très empirique. Donc on se cogne à la réalité d'un décor, à la réalité de gens qui passent dans les cadres, à la réalité de l'humeur d'un acteur, à la réalité de son propre talent du jour, enfin voilà. Donc c'est très empirique. Et ensuite, quand on arrive en montage, le vrai sujet du film jaillit. C'est-à-dire que moi, je le savais pas à l'écriture, je le savais pas en tournant le film, mais en fait, je me suis rendu compte au montage que j'avais fait un film sur le manque et sur l'absence. À savoir sur l'absence de la femme aimée. Et donc, c'est effectivement 3 hommes, les héros de ce film, mais 3 hommes à moitié. 3 hommes
à qui il manque une part. Et ça, je me suis rendu compte au montage, par exemple. Et il y a quelque chose de très dur dans le montage, c'est que, aussi, je me suis rendu compte, pour reprendre ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il fallait, quoi qu'il arrive, être très proche de mes acteurs. C'était la seule chose qui m'intéressait, c'était d'être proche de mes personnages. Donc en fait, les scènes que j'ai préféré écrire, les plus, je veux dire, les plus flamboyantes, et que j'ai préféré tourner, là où il y avait beaucoup de figurants, là où il y avait des mouvements de caméra un peu sophistiqués, ben, j'ai tout coupé. Voilà, mes scènes préférées, je les ai coupées. La scène d'ouverture du film, la scène de fin du film, c'était pas ça du tout à la base dans l'écriture. Mais j'avais envie de finir par le visage de Vincent Lacoste qui a ce sourire réconcilié, parce que moi, à titre personnel, ce sourire me rassure, et que je me sens protégé par le sourire de Vincent à ce moment-là. Et que j'ai l'impression qu'il y a une victoire de Joachim. Mais donc, non, le montage, il faut être sans pitié. Il faut avoir un rapport très froid, ne pas être amoureux des images qu'on a filmées, quoi. C'est ce que j'ai appris. Ouais. Ah, pardon. Non. Pardon. Bonsoir. Bonsoir. C'est pas vraiment c'est une question, c'est plus une analyse, si je peux me permettre, dans un premier temps. J'habite ce quartier. Donc c'est vraiment un quartier où je vais tout le temps, où je passe tout le temps devant la pharmacie, Voltaire et République. Et c'est drôle parce que c'est un quartier que je déteste. Et ouais. Ah bon? Et pour des raisons personnelles, mais en regardant, en fait, c'est une image qui m'a beaucoup plu. Parce que je l'ai vu finalement comme moi je le vois pas, parce que passer tous les jours devant, voilà, c'est pas. Mais ça m'a réconcilié peut-être avec mon quartier. Voilà. Je travaille pour une agence immobilière. Et l'image à République, donc je me suis posé la question de la lumière, parce qu'effectivement à République, il y a énormément, il y a un moment où vous êtes place de la République dans une rue, j'ai oublié le nom, c'est entre, je crois, Décathlon et la rue qui... Ouais, non, mais c'est mon quartier. Voilà, j'ai bien reconnu, mais c'est marrant parce que je me suis posé la question de la lumière, parce qu'il y a toujours une lumière extraordinaire. Bon, je suis issue d'une école de ciné, donc c'est peut-être pour ça que je parle de ça, et je me suis dit, est-ce qu'il y a un jeu de lumière où finalement c'est une lumière complètement naturelle et il y a rien en fait, il n'y a pas besoin de projo, il y a strictement besoin de rien parce qu'il y a tellement de lumière. Donc c'était un super plan. Et donc ça c'était mon analyse. Et est-ce que le choix des acteurs était déjà dans votre tête? J'ai écrit pour Vincent Lacoste voilà, qui, bon, dans la vie, est un ami qui m'était très très cher. On se connaît depuis 10 ans maintenant. On a fait nos premiers films ensemble. Donc on a grandi dans le cinéma ensemble. Il avait fait Les Beaux Gosses et moi j'avais fait LOL en 2009. On s'était rencontrés comme ça et j'ai tout de suite trouvé un camarade. Et depuis, je lui ai toujours dit, un jour on fera des films ensemble. Un jour c'est sûr, pas en tant qu'acteur tous les deux, mais un jour, parce que c'est quelqu'un j'adore le regarder vivre, en fait. C'est vraiment quelqu'un qui me passionne. Je trouve qu'il a une forme de nonchalance très concernée, une forme de mystère très jamais volontaire. Il peaufine pas son mystère. C'est pas un poseur, Vincent, et je trouve ça très beau chez lui. Et bon, maintenant il a la carrière qu'on lui connaît. Il a 25 ans, je veux dire, c'est inouï. Et donc j'ai vraiment écrit en pensant à lui. Et s'il avait refusé de faire mon film, je ne me serais pas proposé le rôle, par exemple. Je serais allé chercher un autre acteur. Et en ce qui concerne Benoît Poulvord, je l'avais rencontré sur le Grand Bain. Et c'est vrai que se retrouver en petite tenue dans un bain glacial pour proposer un scénario, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que du coup, les pudeurs s'enlèvent. Et en fait, Vincent et Benoît ont en commun, je trouve, et puis Mathieu Capella ensuite, mais les deux, puisque c'est les deux acteurs les plus identifiés, ont en commun de nous protéger par leur délicatesse comique. Et étant donné qu'il y a un penchant vers la gravité dans le film, que le film peut basculer dans des moments un peu plus dramatiques, je trouve ça important d'être protégé par de la comédie. Et donc quand Benoît Poulvord, en scène d'ouverture, rentre dans le cercueil, si par exemple je prends un acteur comme Patrick Devers pour faire la même scène, on est tout de suite dans une tonalité très dramatique. Alors qu'avec Benoît, on est protégé, parce qu'il arrive avec sa légende comique qui le précède. Et ça, c'est un truc que j'adore chez ce genre de comédien. Et Vincent, c'est pareil, je trouve que même dans un film comme Amanda, qui est très sombre, il a une espèce de... il nous protège d'une forme de douceur, de candeur, de voilà. Et ça, j'y suis très attaché. Pardon, et Alice aussi, c'est pareil. Il n'y a pas de direction, je veux dire, il n'est pas... Enfin, c'est quand vous écrivez pour lui, on n'a pas l'impression qu'il est dirigé dans le sens où c'est... J'ai l'impression qu'il est acteur, mais finalement, c'est une partie de lui. Ah, alors, Vincent, il a cette particularité d'être pas un acteur caméléon, mais d'être à la fois tout à fait personnage et tout à fait lui-même, en fait. Et c'est un mélange des deux. Il est un peu à côté de son personnage. Et
Et je trouve ça très beau. Et s'il y a de la direction après qui est très différente de celle avec Benoît, par exemple. Parce que Benoît, on ne se connaît pas, on n'a pas de lien affectif très fort, on a juste un rapport de travail très de bons camarades, mais on ne se connaît pas autant que je connais Vincent. Vincent, en fait, ce qui était particulier sur le tournage, c'est qu'il a un grand sens de l'observation, Vincent. Et par exemple, je sais pas, il y a des scènes dans la rue où il marche comme ça avec les épaules, et moi je marche comme ça dans la vie. Bon, je sais pas pourquoi, mais je marche comme ça. Vincent, il marche pas du tout comme ça. Et en fait, il m'a juste volé ma manière de marcher. Donc là-dedans, il y a à la fois un grand sens de l'observation et qui prouve l'étendue de son talent, mais aussi un mimétisme amical que je trouve très... Moi, quand j'ai vu ça au montage, ça m'a énormément touché, par exemple. De voir qu'on s'était jamais dit ça. Je lui ai jamais dit marche comme moi. Il l'a juste fait. Et on n'avait pas trop besoin de se parler, on se connaît trop par cœur, et surtout, on a tellement parlé du film en amont, pendant l'écriture, j'en parlais, donc voilà. Encore une fois, une phrase à rallonge. Réponse à rallonge. Il est bavard, on dit, hein. Non. Margot est soulagée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oh, pardon. Non, allez-y, c'est pas très grave ça. Enfin, vous voulez le micro? Non, c'est bon. Parce que j'ai trouvé que Yvan a vraiment. C'était un peu une révélation, je trouve. Et pour trouver Yvan, vous avez voulu plutôt d'abord trouver quelqu'un qui allait bien matcher avec Vincent Lacoste. Non. Ou plus vous avez trouvé ce petit et vous vous êtes dit waouh, c'est une révélation, c'est lui qu'il faut. Ouais, c'est exactement ça. Je m'en fichais un peu de la ressemblance physique. C'était vraiment pas une préoccupation. Et donc, je me suis dit, il faut le bon acteur pour le bon rôle, enfin pour le rôle, quoi. Et on en a vu beaucoup, on en a eu 450, quoi, donc c'est énorme. C'est Elsa Pharaon, la directrice de casting, qui est très douée pour ça, qui a trouvé par exemple Rod Parado dans La tête haute, qui a trouvé comme ça 450 gamins. Certains voulaient être acteurs, d'autres non. Et Mathieu, par exemple, ne voulait pas être acteur, mais il était quand même au collège François Truffaut, ce que je trouve assez mignon. Et sur le plateau, il a trouvé une vocation il a envie d'être chef opérateur. Il était tout le temps derrière la caméra, il était fasciné par les objets, par les postes techniques et tout ça. Et c'est pour ça que j'ai choisi Mathieu. C'est sa curiosité, son sens de l'observation, son attention aux autres, sa tendresse que je trouvais très rare pour quelqu'un de 13 ans en fait. Et en même temps, il avait de la férocité en lui, ce qu'il fallait pour Yvan. Et il avait comme Vincent une sensibilité en commun, à savoir de ne pas courir derrière l'intensité. Il laisse venir la caméra à lui, il n'a pas peur d'être regardé, il ne fait pas du mot d'auteur. C'est-à-dire que quand je lui donnais des dialogues volontairement sophistiqués, on n'entendait pas le texte. Il le jouait très naturellement. Et ça, je trouvais que c'était très agréable, et puis c'est beau d'enregistrer la naissance d'une vocation. Je trouve qu'il y a un truc très émouvant, quoi. Bonsoir. Bonsoir. Justement, je trouve que les acteurs ils vous ressemblent un peu justement physiquement. Entre autres, est-ce qu'on peut imaginer vous voir plus dedans? Est-ce que c'est vous finalement un peu Dans les acteurs? Pas les acteurs, mais la personnalité, ce que vous avez écrit. Est-ce qu'il faut vous voir dans les personnages? Bon, mais même dans les personnages féminins. Hein. Pour moi, c'est. D'ailleurs, j'ai la même chemise que Vincent dans le film, enfin, les mêmes chaussures. Effectivement, je sais pas dans quelle mesure je deviens le personnage de fiction après coup, en fait. Je ressemble à le personnage de fiction parce que, quelque part, en fait, moi, j'aime bien les films, même quand je connais pas le réalisateur, par exemple, où j'ai l'impression qu'en voyant son film, il me renseigne sur la personne qu'il est. Et effectivement, oui, c'est un film très personnel. J'y vais avec mes craintes et avec mes désirs. Et ça, c'est ce que je demande au cinéma, moi, à titre personnel. C'est que le type qui fabrique le film me parle de lui. Et n'ait pas peur de me parler de lui. Pour créer précisément de la rencontre. Le cinéma, c'est un truc qui permet de la rencontre. Et c'est ça qui est beau. C'est un espace collectif et c'est un des rares aujourd'hui encore à exister. Et oui, on peut me voir, mais après, moi, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie d'embarrasser des gens avec ma vie intérieure. Enfin, je veux dire, elle n'est pas très intéressante, quoi. Et donc, oui, c'est un film personnel, c'est, je pense, plein d'obsessions, qui comme ça, que je rumine, comme on a tous des obsessions ici, depuis que j'essaye de devenir un homme. Voilà. Question dans la salle? Bravo, moi j'ai trouvé le film magnifique et c'est très beau de filmer comme ça, trois hommes de trois générations différentes. Il y a beaucoup de tendresse en fait dans ce film et aussi dans la façon dont vous les filmez. J'ai bien aimé le terme de caresse autour de la caméra. Et du coup, c'était quoi l'idée de départ? C'était de
filmer une famille, enfin 3 hommes justement avec l'absence de la femme, donc il y avait un côté un petit peu symbolique, c'est ça? De montrer peut-être une certaine image de l'homme peut-être? Moi, c'est vrai que je suis attaché à une certaine forme de représentation de la masculinité qui ne soit pas obsédée par sa propre virilité. C'est pour ça que, par exemple, je suis très touché par le film de Gilles Lelouch, dans lequel j'ai eu la chance de jouer, parce que c'est pareil, il y a à un moment donné une masculinité qui soit heurtée, qui ne soit pas bêtement virile, en fait. Voilà. Moi, c'est quelque chose auquel je suis sensible. Et non, l'idée de départ, c'était, je pense, faire dialoguer le souvenir fantasmé du gamin de 13 ans que j'étais avec le jeune adulte que j'étais en train de devenir, au moment où j'écrivais le scénario, qui lui était tenté par la désertion, par le vide. Et c'est vrai que Joachim, c'est un déserteur. Il déserte toutes ses fonctions. Celle d'amoureux, celle d'étudiant, celle de grand frère, celle de fils. Il déserte tout. Et il va se réconcilier avec ses fonctions. Il va réhabiter ses fonctions grâce au petit frère. Parce que le petit frère est un cœur fanatique, qui ne se résigne pas à sa propre... Il ne se résigne pas, en fait. Il ne sait pas se résigner. Et ça, les deux aînés, Pulver et Vincent, vont se prendre ça en pleine tête et vont ne plus vouloir décevoir le petit. Voilà. Et en fait, Vincent réhabite le monde grâce au regard d'Yvan quand il le regarde à nouveau à la brasserie Voltaire, quartier que vous n'aimez pas, et qui réoccupe sa fonction de grand frère à ce moment-là. Voilà, moi, c'était ça la base de l'écriture. Et voilà, c'est une masculinité qui me touche beaucoup, par exemple dans les films de Cassavetes, comme dans Husbands, où c'est des hommes hantés par des femmes qui ont l'impression d'être libres, mais qui finissent toujours par rentrer chez eux. Et je trouve ça, voilà, ça me touche. Quoi. Voilà. Vous êtes en train de le tweeter. Non, pardon. Non, J'aimais bien la dernière phrase, des hommes hantés par des femmes. J'aimais bien, ça fait... Ah d'accord, je m'apprends pas par cœur, sinon je l'aurais Il y a une question à dire. Je suis un peu obsédé par le travail avec le chef-op et du coup quand vous parliez de Sautet, est-ce que du coup ça a été des films références quand vous avez fait le scénario? Je pense, parce que Sautet, s'il y a quelqu'un qui filme le quotidien, vous disiez qu'il n'y a rien qui se passe, rien de spectaculaire, mais rien de plus beau que de filmer le quotidien. Et est-ce que du coup vous avez pris le choix de prendre ce chef-op par rapport à certains films de Sautet qui faisaient ça merveilleusement bien? Et en plus de Cassavetes, c'est qu'il y avait eu d'autres films références pendant que vous avez fait le scénario qui vous ont... c'est pas, le choix d'Ivangelo n'a pas été conditionné par ce travail avec Claude Sautet. Moi, de Claude Sautet, j'aime particulièrement, comme beaucoup de gens, je pense, Les choses de la vie, parce que ça m'enseigne que tout le monde a ses raisons. Je trouve que c'est un film d'une mélancolie, voilà. Et puis il y a Piccoli, qui n'importe quel acteur devrait vouloir devenir Michel Piccoli, je pense. Mais non, Ivangelo, c'était vraiment, j'avais fait un film avec lui qui s'appelle Chercher la femme, qui est sorti il y a 2 ans, un truc comme ça. Et en fait, j'ai aimé sa science du cinéma, son amour du cinéma. Moi, c'est vrai que moi, depuis que j'ai commencé en faisant LOL, moi, je n'étais pas cinéphile avant. Je suis arrivé sur le plateau et j'ai trouvé sur le plateau de LOL tout ce que j'ai toujours cherché dans ma vie, à savoir de la fraternité, de la camaraderie et un moyen de sortir de ma solitude, en fait. Et de faire un travail collectif où on est une cinquantaine au service d'un film. Et Ivangelo, il a exactement ça sur un plateau. Et donc, du coup, pour moi, c'était évident. J'aime bien, en plus, c'est un métier, le cinéma, qui permet une forme de compagnonnage, une forme d'artisanat, de transmission des savoirs. Et donc, je trouve que c'est bien de s'entourer de gens de science, au sens propre, qui ont de la science, que toi, tu n'as pas, par définition, puisque tu découvres ton métier. Et ça m'a énormément plu. Et les films que j'avais en tête, c'est essentiellement le film de Woody Allen, qui m'a appris vraiment, enfin, Woody Allen m'a appris l'importance de la comédie. J'aime tellement ça en tant que spectateur, je trouve ça tellement dur. Et je trouve que c'est le genre le plus délicat, en fait, quelque part, parce que ça nous protège en tant que spectateur. Et donc voilà, c'est Woody Allen, il y a Scorsese, bizarrement, alors je sais que ça se voit pas du tout dans le film, mais sa manière de filmer New York, et la volonté de puissance chez les personnages de Scorsese, une volonté de puissance qui est toujours heurtée. Donc par exemple, quand Lacoste est dans la voiture et qui dit « je serai le plus anticaméniste du monde, je serai le plus anticaméniste du monde », c'est un trait de mégalomanie blessé qui cache mal sa fragilité, qui moi me touche. Voilà. Et sinon, il y a Melville, par exemple, pour l'Armée des Ombres, qui est un film qui m'obsède complètement. Et je sais pas, vous avez vu le film? Ouais.
la maison. Et le moment où il va, il pense qu'il va se faire fusiller. Et il y a une voix off qui court, si le mot amour doit s'appliquer à quelqu'un. Et ben ça, je l'ai repris, par exemple, avant que Joachim aille voir son père à l'hôpital. Et tu vois, donc les références, en fait, ça se tord et ça se transforme. Mais elles sont là, parce qu'on a tous un musée imaginaire. Et après, on retranscrit comme on peut. Je suis trop bavard. Mais en même temps, j'adore parler j'adore parler cinéma. Est-ce qu'il y a des questions à répondre ou pas? Juste une dernière quand même, parce que sinon, là, j'ai pas compris, mais un truc, mais il faut le voir une deuxième fois, je pense, mais la métaphore, ce que vous vouliez faire passer avec le Christ, alors peut-être que je suis, mais j'ai pas compris, c'est ça, c'est quelque chose qui m'a, parce que les images sont très belles, je trouve, c'est très bien, mais j'ai pas compris le... Bah, il y a deux raisons pour lesquelles j'ai voulu que Yvan soit très religieux, en fait. Trois raisons. La première, donc, pour répondre, moi j'étais très religieux à son âge. Donc, et c'est un truc qui m'a vraiment marqué. Je lisais énormément les textes sacrés. Voilà. Ça, c'est la première raison, la moins importante. La deuxième raison, c'est que je trouvais qu'il y avait un élément de comédie à mettre des passions un peu sophistiquées chez un gamin de 13 ans, qui veuille être agrégé de latin, qui soit extrêmement religieux, et qui fume et qui boive. Voilà. Je trouvais que c'était marrant de faire ce décalage entre un petit gamin de 13 ans qui a des trop petites mains pour tenir une pinte, et en même temps... il y a toutes ces passions un peu trop adultes. Voilà. Et la deuxième raison plus sous-jacente et la plus importante, c'est que en fait, il va trouver dans la religion une architecture que sa famille ne lui donne plus, en fait. Il voit ces deux modèles s'effondrer un peu, et il va chercher, dans l'ordre d'un système de croyance, une architecture qu'il n'a plus, une solidité qu'il n'a plus. Pourquoi il est fasciné par tout ce qui est passion du Christ? La fascination pour la douleur, je trouve qu'il y a un truc très enfantin là-dedans, un truc un peu de... Ça fout quoi. Voilà comment on souffre. Voilà. Un romantisme adolescent aussi, je pense. Je pense, hein, je ne m'étais pas posé cette question. Pour moi, ça allait en fait de représenter sa croyance. Voilà. Donc il fallait que je filme une église qui est trop grande pour lui, une église qui est vide et silencieuse, surtout. Il n'y a pas de réponse en fait. Une dernière question. Une dernière question. Non. Des remarques, des impressions? Oui, c'est ça. Ok, bon et merci. Merci. Et merci infiniment à vous d'avoir été là ce soir. Ça me touche beaucoup. Merci. Merci beaucoup.